Hello, aujourd'hui je te retrouve pour te parler d'une œuvre de la Renaissance avec un peintre que tu connais très sûrement et le tableau aussi c'est très possible que tu le connaisses. Donc aujourd'hui je vais te parler de Titien et de sa Danaé mais aussi de la représentation de Danaé. Donc cette toile elle a été peinte entre 1544 et 1545 à Naples pour Octave Farnèse. Titien va aussi peindre d'autres versions de cette histoire, comme celle qui est actuellement à Saint-Pétersbourg, qui date de 1553. Donc l'œuvre d'aujourd'hui, il l'a peint pour faire plaisir au jeune prince. Il va réactualiser un mythe qui est peu représenté pendant l'Antiquité et il va se rattacher aux sources de l'Antiquité qui parlent de Danaé et il va représenter cette scène. En fait, il veut un petit peu aussi lancer un défi à Michel-Ange. Surtout que la famille du commanditaire sont de grands collectionneurs d'antiquités. Danaé, c'est la fille du roi Achrys. Son père va aller voir l'oracle de Delphes. L'oracle de Delphes, vraiment, il est dans presque toutes les histoires. C'est celui qui va te dire si tu vas mourir, si tu vas perdre un enfant, si il va t'arriver un malheur. Bref, c'est un peu Madame Irma de l'époque. Qui va lui donner, du coup, un présage inquiétant. Sa fille, elle va avoir un fils, mais du coup, le petit-fils du roi Achrys va tenter de tuer le grand-père, donc de prendre son trône en soi. Alors, selon les versions, Danaé, elle va se faire enfermer par son père, soit dans une chambre souterraine en bronze, soit dans une tour. Malgré cela, on a Jupiter, plus communément appelé Zeus en grec, qui va quand même tomber amoureux de Danaé. Je pense que tu connais Zeus, ses histoires d'amour, etc. Il aime beaucoup de monde, surtout les humaines, bref. Et du coup, pour rentrer dans cette chambre, il va prendre la forme d'une pluie d'or. Rien que ça. Cette fois, il se transforme pas en animal, il arrive en pluie d'or. Danaé, elle va avoir un enfant de leur union qui s'appelle Persée, que tu connais aussi très sûrement, qui va devenir l'un des héros les plus importants de la mythologie grecque. Quand Papy Achrys va découvrir tout ça, il va les enfermer dans un bateau et qui sera abandonné sur la mer, mais ils vont être sauvés par des pêcheurs. Donc Ovide, il va parler de ces histoires en disant « Persée, d'une pluie d'or fit naître du sein de Danaé ». Jupiter qui se change en pluie d'or pour tromper Danaé. Il va utiliser le verbe tromper, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. C'est une histoire qui est quand même beaucoup racontée par les auteurs de l'Antiquité, mais qui est moins représentée. Au Moyen-Âge, on va interpréter de façon morale cette histoire. On va dire que Danaé représente la pudeur et la chasteté, mais que Jupiter c'est le trompeur, comme l'indique Ovide. On a Boccace qui va le mentionner dans la généalogie des dieux. Il va dire que la pluie d'or montre que la pureté de Danaé a été corrompue par l'argent, mais dans l'Ovide moralisé, elle est l'image de la Vierge et la pluie d'or, ça serait le Christ. Il y a beaucoup d'interprétations qui ont été faites. Ensuite, on arrive à la Renaissance et on aime représenter le moment de la pluie d'or. On a Panofsky qui est un historien de l'art très très important, qui va remarquer qu'on peut ranger les compositions dans deux groupes. On va avoir la Danaé qui est représentée en Vénus allongée comme chez Titien, où Danaé va attendre la manifestation de Jupiter, et ça peut rappeler, la position peut rappeler un peu un autre tableau de Titien qui est la Vénus d'Urbino. Danaé, elle peut aussi être représentée un petit peu comme Leda, qui est une autre femme qui va séduire Jupiter, qu'on peut retrouver dans les tableaux d'Hannibal par exemple. Et Panofsky n'aborde pas ce type, mais ça va être chez les artistes du Nord. On va retrouver Jupiter qui apparaît en personne et pas en pluie d'or, comme chez Joachim. Et la descente de la pluie d'or sera choisie par les artistes de la Renaissance, mais ça a des répercussions encore plus tard dans l'histoire de l'art, comme avec Klimt, qui lui aussi représente cette pluie d'or. Titien va aussi choisir cette iconographie, inspirée sûrement des galeries de François Ier, réalisées par Primatis, et les motifs auraient circulé par des gravures.
Dans la composition de Primatis, la nourrice c'est la seule personne avec Danaé et elle est en train de prendre une amphore pour recueillir un peu de pluie d'or, mais elle sera arrêtée par Eros, que tu connais peut-être sous le nom de Cupidon. Donc là, je vais un petit peu te comparer une représentation de l'Eda de Michel-Ange et la Danaé de Titien. En fait, Michel-Ange, il s'est rendu dans l'atelier de Titien et il avait aimé ses peintures, mais il va dire que les artistes vénitiens ne savaient pas dessiner. Alors cette anecdote, faut quand même la prendre avec des pincettes puisque c'est Vasari qui la raconte. Et donc si tu ne connais pas Vasari, il va écrire énormément sur les artistes de la Renaissance et il va aussi ajouter voilà, des petites anecdotes, etc. Mais en relisant ce qu'il a pu faire avec un œil voilà, contemporain et qui a beaucoup plus de recul, on pense aussi qu'il a créé des anecdotes qui sont totalement fausses, et donc celle-là, c'est très probable qu'elle soit fausse. La Leda de Michel-Ange, elle a les yeux presque fermés avec la tête baissée, alors que chez Titien, Danaé, elle est bien réveillée, elle est plus souple, elle est plus voluptueuse, Cupidon ne l'aide pas. La pose de ce dernier vient notamment de l'Antiquité, qui est étudiée par les artistes de la Renaissance, comme avec l'héros cordant son arc de Lysippe. Dans une autre version pour le roi d'Espagne Philippe II, Cupidon il est remplacé par la servante, c'est mentionné par certains auteurs, mais c'est un personnage qui n'a pas de rôle dans l'histoire. Son action dans le tableau ne vient pas de ses sources antiques. La composition, elle est construite à partir des jeux d'opposition entre la beauté juvénile et la laideur de la servante, la blancheur de la peau brune de la servante, la souplesse féminine et le corps tendu presque masculin. Titien, il a représenté aussi les clés de la chambre dans laquelle se trouve Danaé. Elle est la gardienne de cette pièce et elle doit veiller à ce que personne ne rentre, mais ici elle est subjuguée par la pluie d'or qui se matérialise par des pièces de monnaie. Son tableau est divisé en deux parties avec une ligne diagonale en haut à gauche jusqu'au côté droit. D'un côté on a la partie plus claire et de l'autre la partie plus sombre. Titien il prend aussi le soin de représenter un petit chien près de Danaé qui est le symbole de la fidélité. En fait on a un détournement de la fable où cette idée de convoitise n'appartient qu'à la servante. Du coup c'est tout pour cette œuvre, j'espère qu'elle t'a plu, notamment si tu suis les cours apariens d'iconographie profane. J'espère que ça a pu t'aider pour tes futurs partiels. Et voilà, j'espère que tu as pu en apprendre plus et moi je te retrouve demain pour une nouvelle œuvre.